Mesdames et messieurs, bienvenue à la dernière de Planète Terre de 2014. Cette semaine, une émission spéciale. On fait un bilan de l'année. Assalamu alaikum. We will hunt down terrorists who threaten our country. La bataille n'est pas gagnée. Réitérer notre appui à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Si vous avez suivi l'actualité internationale tout au long de l'année, et si bien sûr vous avez été des fidèles de Planète Terre, vous avez assurément remarqué que l'année 2014 a été très riche en événements et en conflits. Pensons seulement au conflit en Ukraine, l'émergence du groupe État islamique en Syrie et en Irak, le conflit Israël-Gaza et j'en passe. Donc, pour donner un peu de sens à tous ces événements et pour les mettre en perspective, également, j'ai avec moi non pas deux, mais trois invités, des habitués de ce plateau. Frédéric Mérand, directeur du Cerium, Valérie Amirault, professeur de sociologie, et Philippe Fauché, professeur de sciences politiques. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. En suivant l'actualité internationale, on a pu avoir l'impression que l'année a été particulièrement violente et chaotique. Est-ce que c'est vraiment le cas, Frédéric? Violente, pas plus que d'habitude. Si on fait exception du conflit en Syrie où il y a effectivement les victimes qui s'accumulent, on observe une poursuite du déclin de la violence à la fois des guerres interétatiques et des conflits internes depuis une centaine d'années, donc dans une perspective très, très longue et globale. Mais est-ce qu'elle a été plus chaotique? Peut-être. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que on a tendance, depuis les années 90, à penser que les puissances occidentales, et surtout les États-Unis, sont capables de remettre de l'ordre dans les conflits régionaux ou dans les guerres civiles. Ce sont les polices du monde. Et là, au Moyen-Orient, ce n'est pas le cas. Et donc, peut-être qu'on a un sentiment de perdre un peu le contrôle. L'autre explication, selon moi, qui donne une impression de chaos, c'est le fait que des événements comme l'État islamique que vous avez mentionné, mais aussi le rôle très obscur que joue la Russie en Ukraine, ne correspondent pas tellement aux définitions traditionnelles qu'on a des conflits avec des États souverains qui se mènent la guerre. C'est très complexe, c'est pas bien interprété par le droit international, et donc peut-être que ça nous donne l'impression qu'on peut pas comprendre véritablement ce qui se passe là-bas. On est un peu en manque de concepts là, pour bien cerner, pour bien comprendre, c'est ça? Oui, tout à fait. Valérie? Oui, je vais un peu dans le même sens, mais en étant peut-être un peu plus nuancée sur l'idée de la pérennité de certains conflits, de certaines zones qui deviennent structurellement, endémiquement violentes et desquelles finalement penser le politique hors de la violence devient impossible, à la fois sur le plan théorique et sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan du quotidien des personnes concernées. Là, je pense que la zone moyenne-orientale au sens large est une bonne illustration, mais je te rejoins quand tu parles du fait qu'un certain type de violence est de plus en plus contrôlée, c'est-à-dire que les violences finalement inter-États, les violences classiques, celles qu'on nous a enseignées dans les manuels, elles sont finalement relativement peu nombreuses ou en tout cas relativement contrôlées. Par contre, ce qui est beaucoup plus, à mon avis, délicat à analyser et ce qui révèle la faible lisibilité, si vous voulez, de ces conflits, c'est le fait qu'elles sont de plus en plus éparpillées, de plus en plus atomisées, et à ce titre, il me semble que la situation en Syrie est emblématique de ce qui nous attend pour les prochaines années, c'est-à-dire des foyers qui sont très précis au départ et qui ensuite, par capillarité, disséminent sur un territoire qui n'est pas forcément lié sur le plan national ou qui n'est pas arrimé à des liens de citoyenneté très clairs, toute une série de foyers qui, à leur tour, peuvent devenir autonomes. Et je pense que la lecture de l'État islamique et de sa fragmentation et de sa transnationalité aussi est quelque chose qui peut nous amener à réfléchir dans cette perspective-là. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, que dans certaines régions du monde, il y a une érosion du contrôle étatique, donc de l'État-nation? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je ne dirais pas que c'est une érosion, je dirais simplement que ce n'est plus le seul vecteur de la violence légitime. Il y a d'autres formes de contrôle de cet appareil de violence qui prend différentes formes. Ça peut être des milices, ça peut être du terrorisme, ça peut être des activités totalement informelles. Il y a une nouvelle matrice, si vous voulez, qui est moins dans le fait que de nouveaux acteurs émergent que dans le fait que cette violence, elle est distribuée de manière complètement chaotique. Et là, je rejoins ce que disait mon collègue. D'accord. Philippe? 2014, plus chaotique, plus violent. Je poursuis sur l'angle du chaos. Trois remarques. La première concernant les victimes civiles. Il me semble qu'une des différences actuellement dans le type de conflit, c'est que les combattants se mélangent constamment et
participent et sont proches des civils qui sont mêlés au conflit. Il y a un rapport de l'UNICEF qui vient de sortir, semble-t-il, aujourd'hui, concernant les enfants. Et les enfants sont très souvent victimes de conflits, une proportion très importante, je parlais de plusieurs 200 millions et plus d'enfants qui sont affectés à différents degrés par les conflits. L'autre dimension, ce sont les camps de réfugiés que provoquent, donc, dimension chaos. La Syrie, effectivement, en Turquie, au Liban, en Jordanie, vous avez des camps très importants de ressortissants syriens. Ces gens-là qui manquent d'infrastructures, manquent de moyens. Et évidemment, ce sont dans certains cas des vies gâchées. Les enfants ne vont pas à l'école ou vont peu à l'école. Bref, les infrastructures manquent. C'est très compliqué tout ça. Et donc, il me semble que du côté chaos, la vie déjà difficile est empirée. L'autre contre-coup de tout ça, peut-être, ce sont les catastrophes évitées. Il me semble que l'Écosse aurait pu donner lieu à un scénario tragique, dramatique, violent, conflictuel. L'Écosse? En Écosse, oui, le référendum en Écosse. Sur l'indépendance, on aurait pu penser à un autre scénario qui serait celui d'un affrontement qui n'a heureusement pas eu lieu, etc. Il me semble qu'au Brésil, au moment du football, on s'attendait à une répétition des manifestations de l'année précédente et donc ça aurait pu donner lieu à des conflits, d'autant plus que ça s'était assez mal déroulé à l'époque et dans ce moment-là, ça aurait pu être très important. Et je signalerai enfin, malheureusement pas une catastrophe évitée, mais une espèce de guerre permanente qui est celle de la violence au Mexique, où on a trouvé un certain nombre d'étudiants, 43 étudiants ont disparu. On cherche des évidences sur ce qui leur est arrivé. Ils sont certainement décédés, on les a éliminés. Et ça montre l'interconnexion brutale entre les forces de l'ordre, les groupes mafieux, les trafics de drogue et d'influence et la politique locale, ce qui en fait un écheveau très difficile à démêler. Oui. Maintenant, j'aimerais vous demander quel est, selon vous, l'événement ou la série d'événements de 2014 qui a été la plus déterminante dans le monde, qui a le plus changé, si on veut, la donne internationale? Et en même temps, si vous voulez, nous dire quels événements, parallèlement, ont été surestimés. On a accordé trop d'importance ou inversement pas assez d'importance, Frédéric? Trop d'importance, surestimée, évidemment, c'est un peu trop tôt pour le dire, puis j'ai tendance à me tourner vers Valérie pour entendre son point de vue là-dessus, mais je ne suis pas persuadé que la question du djihadisme est celle qui a beaucoup été thématisée en Occident, c'est-à-dire le retour de jeunes fanatisés, radicalisés, soit un problème à moyen terme qui soit aussi considérable qu'on le dit, mais ça, je serais curieux de savoir ce qu'en pense Valérie. La question des relations avec la Russie va être très intéressante parce que le conflit en Ukraine, en termes de victimes, n'est absolument pas comparable à ce qu'on voit en Syrie. En revanche, les relations avec la Russie, depuis 20 ans, ont été pas trop mauvaises, pas toujours faciles, mais pas trop mauvaises. Et là, on se dirige vers une année où il n'y a plus aucune confiance, aucune coopération possible entre les États-Unis, les Européens et la Russie d'autre part. Et ça, pour la sécurité régionale, évidemment, moi, je parle de mon point de vue qui est celui de quelqu'un qui s'intéresse à l'Europe, donc peut-être que je suis un petit peu trop obsédé par cette région, mais je pense que ça peut avoir des conséquences à long terme qui sont considérables. Structurantes, là, qui vont changer, susceptibles de changer la donne. Valérie? C'est pas une question facile que vous posez, d'autant que je suis pas liseuse de bonne aventure, donc je suis bien en peine de répondre de manière très précise, mais intuitivement, la situation en Syrie est pour moi emblématique de ce qui va devenir un peu une matrice au Moyen-Orient, avec de nouveau la récurrence d'une intervention, une coalition internationale dirigée par les États-Unis évidemment, mais avec cette fois-ci, il me semble, un différentiel important sur le plan de la médiatisation, dont on a vu un effet immédiat au mois d'août, quand les violences se sont intensifiées à Gaza, dans la bande de Gaza, et qu'il y a eu une surmédiatisation, non pas surmédiatisation au sens d'une médiatisation usurpée, mais une surmédiatisation comparée à la situation en Syrie, où là, les chiffres sont quand même, depuis bientôt 4 ans, parce qu'on continue de dire 3 ans, mais ça fait bientôt 4 ans. On occulte une réalité, et il me semble qu'en termes de communication
de notre point de vue, sur le plan de l'analyse qu'on en fait en Occident, il y a quand même énormément de questions qui sont soulevées par la couverture médiatique de cette crise. J'en veux pour preuve, Philippe citait le rapport de l'UNICEF, qui est effectivement un rapport poignant sur le plan des données factuelles concernant la désocialisation complète d'enfants de 0 à de la naissance à la fin de la scolarité, si vous voulez, 16 ans. Mais je pense à un événement très récent qui date de la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, 2 semaines, le 29 novembre, Bachar el-Assad était interviewé par un grand reporter français pour le compte d'une revue hebdomadaire, Paris Match, que je lis. Comme je lis Vogue, et Vogue, il y a 3 ans, faisait un grand reportage sur l'épouse de Bachar el-Assad. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans un contexte dans lequel il y a un contrôle extrême de l'image et de la production de connaissances et de diffusion de connaissances sur la réalité du terrain. Et ça, selon vous, ça change la donne? Et ça, selon moi, c'est extrêmement bien illustré par la situation en Syrie. Il y a un différentiel de connaissances monstrueux entre ce qu'on nous montre dans la presse diffusée en Occident, quelle que soit la langue, presse allemande, presse italienne, presse espagnole, française, anglophone, et ce qu'on connaît sur le terrain, notamment relayé par des ONG, par des associations civiles, par des associations humanitaires ou par des organismes comme l'UNICEF. Donc ce différentiel de connaissances, pour moi, est quelque chose d'alarmant, parce que là, sur la Syrie, je pense qu'on n'a jamais atteint ce paroxysme d'écart ou de désinformation, je ne sais pas comment le nommer, qui fait que sur le plan de l'analyse, on est un peu à se raccrocher à des événements qu'on surmédiatise, comme effectivement, là je te rejoins sur le djihadisme, où je pense qu'on passe à côté des vrais sujets. D'accord. Philippe, l'événement le plus déterminant et les événements surestimés, sous-estimés Je rejoins mes collègues en prenant un peu de chacun d'entre eux. Je pense que le problème de l'Ukraine est probablement celui qui est, me semble-t-il, le plus obscur ou le plus souterrain. C'est-à-dire que le nombre de tractations, le nombre d'implications concernant la Crimée, les voisins immédiats et l'Ukraine, avec les tractations qui impliquent les Européens, avec les ambitions que l'on prête aux dirigeants russes et à Poutine en particulier, et les sanctions économiques qui s'appliquent et qui ont des conséquences, mais qui ont des conséquences qui vont bien au-delà, évidemment, de l'enjeu ukrainien. Ils sont en train de mettre la Russie à genoux économiquement, qui vont avoir des problèmes très, très importants à régler, dans la mesure où les grandes entreprises russes qui ont besoin de capital, par exemple, c'est un exemple, ne trouvent pas de financement parce qu'on leur refuse le financement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises-là voient leur valeur diminuer et évidemment, de bons chevaliers européens ou américains vont se proposer pour les racheter à petit prix, etc. Bref, il y a une espèce de réaménagement dans la région où on coince la Russie, ce qui me semble très dangereux et très sournois. Et ce qui est politique et économique, sur tous les plans. Oui, si je peux intervenir là-dessus, je ne voudrais pas mettre la faute ou dire que l'Occident, par exemple, devrait adopter une politique plus tolérante à l'endroit de la Russie, mais ça va bien au-delà de la question économique, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité, et donc, sur tous les enjeux de sécurité, que ce soit en Syrie, où de toute façon, il ne collabore pas beaucoup depuis quelques années, mais sur des enjeux comme la prolifération en Iran, par exemple, sur des conflits en Afrique, voire en Asie. Sans la Russie, il va devenir très, très difficile de faire adopter des résolutions, donc de produire du droit international si la Russie devient un partenaire absolument impossible. Donc, pour moi, ce n'est pas une justification ou une excuse de la Russie. Au contraire, je pense que Poutine a sa part de responsabilité, mais ça va devenir un problème structurel à moyen terme. Structurel international qui déborde la région Europe-Russie. Bien, merci. Restez là. On poursuit le bilan après un bref rappel des événements de 2014. Lorsqu'on interroge des experts, on leur demande souvent de faire des prédictions. Et les gens, collectivement, souvent, se rallient autour de prédictions, autour de scénarios
optimiste ou pessimiste sur l'avenir du monde, mais on a très rarement l'occasion de revenir sur ces mêmes scénarios ou prédictions pour vérifier s'ils se sont avérés ou non. Alors aujourd'hui, avec nos 3 invités, on fait cet exercice. Donc si je vous pose la question, est-ce que 2014 est venu confirmer ou infirmer des prédictions, des scénarios qu'on avait faits autrefois? Frédéric. Si je me base sur les relations internationales, je pense que 2014 est venu confirmer un scénario prévisible et n'a pas encore confirmé ou a pour l'instant infirmé un scénario que beaucoup prédisaient. Ce qui était prévisible, à mon avis, c'est une détérioration des relations avec la Russie. Pas nécessairement autour du conflit ukrainien, mais depuis les années 90, on sait que les élites à Moscou ont développé une interprétation tout à fait différente de la scène internationale que celle des Occidentaux, estiment avoir été flouée dans l'après-guerre froide. Et on voit les malentendus se multiplier depuis plusieurs années. Donc les observateurs de cette région savent qu'il va se produire quelque chose, 2014, 2015, mais en tout cas à moyenne échéance. Ce qui ne s'est toujours pas produit, et c'est intéressant, je me souviens, l'année dernière, au Cerium, on a reçu John Mearsheimer qui prédisait qu'à moyen terme, une guerre était inévitable entre la Chine et ses voisins, et donc avec les États-Unis. Un grand réaliste classique, avec une définition très classique des relations internationales. Exactement, identifier un nombre de raisons pour lesquelles la Chine devrait entrer en conflit avec ses voisins, autour, par exemple, de la mer de Chine du Sud, ou encore des îles Senkaku avec le Japon. Et ce qu'on observe depuis l'élection du nouveau président chinois, c'est qu'en fait, les relations sont plutôt stables avec tous les voisins et qu'on ne voit pas véritablement de déflagration à l'horizon. Donc ça, c'est une des bonnes nouvelles, entre guillemets, de 2014. En même temps, c'est quelque chose qui est sur le très long terme. On n'est pas à quelques mois près là, dans ce dossier-là. Mais effectivement, on n'a pas vu de déflagration ou de conflit ouvert avec les voisins de la région. Valérie. Moi, je vais revenir sur la zone sur laquelle je me sens un peu plus compétente pour parler. Donc, c'est revenir un peu à 4-5 ans de distance sur ce qu'on a appelé les révolutions arabes. Oui, le printemps arabe. Voilà, le printemps arabe. Il y avait un article qui circulait beaucoup en sciences politiques dans les années 80 qui formulait une hypothèse intéressante et qui disait finalement, dans le Moyen-Orient au sens large, la démocratie existe sans démocrate. C'est-à-dire qu'il y a une forme de démocratie qui se met en place, différentes échelles, qui permet à des voix de se faire entendre, qui permet à des idées de circuler, qui permet à des biens d'être échangés, qui permet finalement un fonctionnement des sociétés, mais ça ne s'appuie pas forcément sur des démocrates. Et là, il me semble qu'en 2014, ce qu'on peut dire, c'est que les autoritarismes, les dictatures, les systèmes en tout cas ultra-autoritaires du Moyen-Orient ont trouvé une forme de résilience, 4 ans après des mouvements de protestation qui étaient pour beaucoup très inattendus tout de même, qui étaient portés par des catégories de population qui étaient urbanisées, éduquées, qui se retrouvaient du jour au lendemain sans emploi, qui étaient directement en cause la question économique, en fait, qui étaient moins des mobilisations politiques, qui pouvaient l'être aussi, mais qui étaient aussi des mobilisations à vocation de revendication sur le plan économique. Et il me semble que 4 ans après, ce qu'on voit, c'est que les systèmes politiques d'encadrement des populations sont parvenus soit à se maintenir, en changeant les têtes, soit à se reproduire en ayant franchi quelques degrés sur l'échelle de l'intensité de la violence et de la répression. Et là, c'est le cas égyptien ou le cas syrien qui sont le plus typiques. Donc en gros, 4-5 ans après les printemps arabes, une stabilité, une grande résilience des systèmes autoritaires. Peut-être avec la notoire exception de la Tunisie, par exemple. Fabuleuse exception, un système électoral à différents niveaux, un renouvellement, quoi qu'en disent les observateurs sur place, d'une partie de la classe politique, un président sortant extrêmement réactif et en tout cas engagé dans la conversation publique. Donc un système, il y a toujours des exceptions dans les réflexions générales. C'est l'exception qui confirme la règle. Absolument. Philippe. Je vous emmène sur un autre terrain, celui de l'économie internationale. Il me semble qu'on a souhaité que les BRICS entraînent la croissance. Brésil, Russie, Inde, Chine. La Russie, elle est pour l'instant hors jeu. Le Brésil également. Reste l'Inde avec une croissance prévue de 6% et la Chine dont la croissance est à 7,5%. On pourrait croire que c'est beaucoup, mais la Chine, il n'y a pas tellement longtemps, était pas loin du 10-11% par année. Donc, établait sur une croissance oui. Ils ont réajusté leur tir, mais il n'empêche que l'effet
qui permet d'entraîner l'activité économique internationale par les pays du BRIC s'est estompé. Les analystes cherchent des nouveaux BRIC. De temps en temps, on parle de l'Indonésie, on cherche, mais il n'y a pas grand-chose qui se présente. Bref, il y a ce premier ralentissement-là qui me semble très important et qui montre la précarité, qui fait que finalement, dans le cas du Brésil, c'est tellement évident, ce sont les prix des produits primaires qui ont poussé l'activité économique nationale. Le Brésil n'a pas su s'ajuster et le ralentissement l'a atteint directement. Dans les autres cas, l'histoire de la Russie, on en a parlé. L'Inde fonctionne avec les difficultés propres à son système de gouvernement qui rend les choses toujours un peu difficiles et avec des ajustements qui sont complets dans une région qui est relativement isolée par rapport à ses voisins. Donc le bilan commercial de l'Inde n'est pas très important pour le reste de la planète. L'autre élément, c'est la surprise du pétrole. Ça fait quand même 5 mois que le prix du pétrole tombe. On en voit quelques effets maintenant, tardivement, sur les prix de l'essence. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui se combinent. Il y a à la fois une baisse de la demande. On a vu les ralentissements économiques qui se traduisent par des même aux baisses de la États-Unis, ça chute après une croissance continue de plusieurs décennies. C'est un peu différent. C'est que aux États-Unis, la baisse de la demande, c'est en fait les économies qu'on réalise grâce aux moteurs de meilleure qualité et à la consommation qui tombe. Dans les pays d'Europe, ça fait assez longtemps que la consommation stagne. Ça atteint les États-Unis maintenant. Et surtout, aux États-Unis, vous avez une augmentation du pétrole de schiste obtenu par fracturation. Donc, il y a plus de demandes, moins d'offres, les prix tombent et ça risque de durer un certain temps. Et là, la conclusion de tout ça, c'est qu'on voit finalement que de la situation économique difficile, précaire actuellement, ce sont les États-Unis qui peu à peu émergent comme étant de nouveau la puissance économique qui a le plus solide. Au niveau financier, l'avantage extrême que leur donne la possibilité justement d'émettre la monnaie de réserve internationale qui est le dollar, leur donne un avantage considérable sur les autres pays. Et à ce moment-là, les États-Unis, plus indépendants au niveau énergétique, voyant leur consommation interne reprendre, sont en train de retrouver la place qu'ils avaient éventuellement perdue par rapport même à la Chine. Bien, justement, j'aimerais maintenant vous inviter à vous prêter au jeu de la prédiction. Comment s'annonce 2015 selon vous, Frédéric? Bien, comme vous le savez, Jean-Frédéric, mes collègues sont d'accord avec moi pour dire qu'en sciences sociales, on n'aime pas faire de prédictions. C'est pour ça que je vous le demande. Mais ce qu'on peut faire, en revanche, c'est identifier des mécanismes qui, toutes choses étant égales par ailleurs, risquent de produire certains effets. Moi, j'en vois 3, ils sont très généraux. Premièrement, on sait en général que les institutions fortes ont tendance à diminuer la propensité au conflit, donc à pacifier. Et donc, on sait que si se produit quelque chose dans une région où les institutions sont faibles, les chances que ça s'aggrave sont plus fortes, alors qu'à l'inverse, par exemple, dans l'Union européenne, dont on prédit toujours la défaite, on peut s'attendre à ce que les choses restent relativement calmes. On sait aussi, par exemple, qu'une classe moyenne importante, bien éduquée, relativement prospère, toutes choses étant égales par ailleurs, est plutôt favorable à la démocratie. Donc ça, c'est le cas tunisien dont parlait Valérie tout à l'heure. Donc moi, je préfère regarder ce genre de choses-là au cas par cas. Est-ce que les mécanismes qu'on produit en sciences sociales finalement nous permettent d'expliquer des choses qui vont se produire, mais en même temps, il y a des choses qui nous échappent totalement. Par exemple, l'évolution du cours du brut, ça ne fait pas partie des choses qu'on est capable de voir dans une boule de cristal. Tout à fait. Valérie? Oui, alors moi je fonctionne plutôt par dossier thématique. Donc moi il y a 2 dossiers qui m'intéressent en particulier. C'est la reconnaissance d'un État palestinien qui a été initié au niveau européen par les Suédois, puis ensuite par la nouvelle Madame Pesk italienne, puis suivie par la France. Donc ça m'intéresse un peu de voir quelle est la portée de ce type, alors pour le coup, d'activité d'institutions très très fortes. Toujours dans une perspective très accord d'Oslo. On a du mal à réfléchir à l'État palestinien en dissociant territoire et souveraineté. Et peut-être qu'il faudrait penser à d'autres modalités de réfléchir à cette situation en particulier. Donc ça m'intéresse de suivre ce dossier-là et de voir si c'est suivi d'effets et suivi de quels effets. Et l'autre dossier qui me semble extrêmement préoccupant, et là cette fois à une échelle plus planétaire, c'est la question des réfugiés et des déplacements, notamment en raison des modifications climatiques. Parmi les photos qui ont été montrées dans le résumé, on a vu des photos du Brésil et de l'assèchement d'une partie de la zone autour de Sao Paulo, qui prive une partie de la population d'eau. Donc le déplacement de ces populations-là, pas seulement en contexte
contexte de guerre, mais sur un plan, cette fois-ci, plus planétaire. Bien, à suivre, à surveiller plutôt. Philippe? Je poursuis sur l'économie pour vous montrer qu'on a un problème très particulier. On a une stagnation, mais une stagnation, il semble que quelque part, les munitions que l'on utilise généralement pour sortir de ces problèmes-là sont épuisées. C'est-à-dire que l'inflation est à son plus bas, donc on ne peut pas stimuler l'économie en faisant baisser les taux d'intérêt. On a également un endettement qui fait que la plupart des pays européens vivent de 3 mois en 3 mois, c'est-à-dire l'échéance des bons du Trésor qu'il faut refinancer sur le marché en espérant que les taux d'intérêt vont leur demeurer favorables, sachant très bien qu'ils pourraient éventuellement augmenter, créant une catastrophe en chaîne. Donc, il y a une espèce de trêve actuellement où les banques ont décidé on ne va pas leur augmenter les difficultés, mais il suffirait de pas grand-chose pour que des crises de crédit réapparaissent. L'Europe les perspectives de croissance de l'Europe sont très faibles. Le président de la Commission européenne a annoncé un plan de relance de 315 milliards pour les quelques années à venir, pour stimuler l'investissement. De cet argent-là, il ne dispose, semble-t-il, que de 16 milliards. Le reste doit venir, l'économiste a dit que c'était de l'alchimie. Vous voyez comme la confiance semble au rendez-vous. Mais ça a des conséquences. Je veux dire, mes collègues parlent d'institutions. Pour avoir des institutions, en bout de ligne, il faut avoir les ressources. Par exemple, il va y avoir le sommet de Paris sur l'environnement. Éventuellement, on aura un accord qui sera un Kyoto 2, et il n'y aura pas de sous. Le problème va être là. Voilà, plusieurs choses à surveiller pour 2015 qui commence très bientôt. Philippe Fauché, Valérie Amirault, Frédéric Mérand, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir été des nôtres. De très joyeuses fêtes et à 2015.